Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons poursuivre notre conversation autour du roman d'Alama Bankou, Petit Piment, publié en 2015. Alors, Alama Bankou, c'est, j'ai envie de dire, un francophone éclairé et critique. D'abord parce qu'il a des kilomètres au compteur, le Congo, la France, les États-Unis. Il a une distance émotionnelle par rapport à son sujet d'écriture. Et si l'on prend le temps de lire Le sanglot de l'homme noir, c'est un essai qu'il a écrit, on peut constater qu'il s'exprime de façon critique face à ce que, moi j'appellerais le revendicationnisme. Alors je cite, à partir de son essai « Le sanglot de l'homme noir », l'argument principal de ceux qui souhaitent aujourd'hui écrire sans la France est que le français serait entaché d'un vice rédhibitoire insurmontable, inexcusable, c'est la langue du colonisateur. Et je saute de page. Selon les partisans de l'authenticité, la langue française véhiculerait des codes d'asservissement, des tournures impropres aux phrasés africains que nous aurions tort de sous-estimer. L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, par exemple, après quelques publications en français, à l'Harmattan et chez Stock notamment, affirme se tourner désormais vers l'écriture en wolof. Quelques lignes plus loin, Mabankou ajoute que Boubacar Boris Diop, après cet épisode, s'est tourné de nouveau vers la langue française et vers les éditeurs français. Il y a aussi un des arguments qu'il évoque, c'est qu'il y a quelque part, sans aucun doute, une forme de romantisme de la part des Africains, doublée d'une nostalgie envers ces langues africaines qui sont certes parlées, mais d'ailleurs pas toujours parfaitement, puis qui ne sont pas du tout maîtrisées à l'écrit. Donc, une chose est claire, c'est que Mabankou, il a choisi la langue française et il va pas écrire et publier en langue française et puis 2 semaines après critiquer le foyer qu'il a accueilli. Oui, donc effectivement le romantisme, c'est intéressant comme argument puisque au XIXe siècle, les romantismes, c'est un mouvement de repli sur les cultures nationales qui ont vu effectivement un certain nombre de pays cultiver leur propre langue pour lui donner une valeur littéraire. Je pense par exemple à l'allemand, puisque nous qui vous parlons sommes à Berlin. L'allemand attendra le XIXe siècle pour vraiment s'épanouir en tant que langue littéraire, la langue de culture jusque-là ayant été le français. Donc il faut attendre le romantisme pour que les différents pays décident d'investir littérairement parlant leur langue. Donc c'est peut-être effectivement quelque chose de comparable que l'on peut voir dans, on va dire, la littérature francophone, mais effectivement tout romantisme s'accompagne d'une part d'illusion et une partie des réalités auxquelles se heurtent évidemment ces illusions, c'est le marché éditorial, puisque c'est en France que sont les maisons d'édition. C'est ce que disait d'ailleurs Mohamed Bougarsar, que nous avons déjà commenté, qui disait les maisons d'édition, c'est en France qu'il y en a, les lecteurs aussi, c'est en France qu'ils sont. Lui parlait du Sénégal, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose pour le Congo. Les lecteurs et les maisons d'édition ne sont pas dans les pays dont les livres parlent, ou en tout cas en très petit nombre. Et puis, il ne faut pas oublier que la langue française fédère tous ces auteurs, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient congolais, qu'ils soient africains du Nord. Donc, sur ce point-là, je pense que Mabankou, il est assez clair. Alors, revenons vers notre roman, Petit Piment, dont on a parlé la semaine dernière. On a parlé de la construction du personnage, on a parlé des personnages marquants, on a parlé du thème de la violence, mais il y a une posture ici. Ce Petit Piment, c'est un faux naïf. Alors, est-ce que c'est un Candide africain qui permettrait de faire un portrait du Congo-Brazzaville au vitriol ? Alors,
On pourrait bien sûr le voir comme ça, mais dans cette notion de Candide africain, moi ce que je trouve intéressant, c'est quand même de rappeler que dans la construction du livre, et même dans son style, finalement on est face à un style qui est plutôt classique, et classique français, s'entend. C'est-à-dire que bon, il y a des traits pittoresques, il y a des éléments de couleur locale, mais j'ai envie de dire que cette construction, c'est la construction, une construction qui ressemble au modèle du roman français, hein, avec notamment donc ce personnage qui va essayer d'évoluer, qui va essayer de s'élever dans la société, hein, c'est un peu le roman balzacien aussi d'une certaine façon, avec ses effets de structure et de symétrie très apparentes, puisque le personnage donc s'enfuit d'un orphelinat et finit dans un asile, mais cet asile, en fait, c'est son orphelinat qui a été transformé en asile, donc finalement c'est le retour à la case départ, avec les retrouvailles avec Bonaventure, qui lui n'a pas vécu toutes les pérégrinations de Moïse, mais qui finit quand même au même endroit, en train d'attendre qu'un avion vienne le chercher, comme le dit le personnage. Donc tous les deux plutôt tombés dans une certaine forme de folie, de déraison en tout cas, attendant des choses impossibles. Bon, donc on a ici une espèce de circularité très très claire qui donne une facture, je dirais bien classique, à ce roman. Donc Candide africain, oui, mais on voit que si on injecte une dose d'Afrique, c'est quand même dans un moule qui, lui, est hérité de la littérature et des références françaises. Donc, pour ce qui est maintenant du Candide, Candide, c'est un conte philosophique de Voltaire qui, finalement, nous montre à quel point le monde est laid, à quel point on a tort de croire, comme Leibniz le disait, que nous vivons dans le meilleur des mondes. Et Candide va découvrir toutes les horreurs qu'il y a dans ce bas monde et autant d'exemples qui démentent la possibilité de toute forme d'optimisme. Bon, alors c'est vrai que notre petit piment va se heurter à pas mal de choses, à donc la corruption, à un système socialiste qui finalement est coercitif et ne leur permet absolument pas d'avoir les mêmes chances que les autres, ce qui pourrait cependant être l'objectif d'une certaine forme de socialisme. Ici, ce socialisme ne fonctionne pas du tout, puisqu'il est finalement accaparé et confisqué par des sortes de parasites bureaucratiques, comme le directeur de l'orphelinat. D'ailleurs, c'est un épisode, c'est la grande rigolade, quoi. En fait, cet épisode socialiste, il permet de montrer l'absurdité du système, hein, du socialisme exporté. C'est, je cite, un arc-en-ciel libérateur venu tout droit de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, voilà, on ne s'y trompe pas. Il n'a absolument rien à voir avec son origine, plus rien à voir avec Karl Marx. Voilà, mais après, je ne pense pas quand même que nous soyons dans la logique complète d'un Candide, puisqu'il ne s'agit pas de tomber toujours de Caribe en Scylla, puisqu'au contraire, notre personnage va quand même trouver des alliés. Hein, on a parlé des deux personnages féminins qui vont à chaque fois lui faire remonter une pente et rappeler qu'il y a des gens bien dans la vie, mais je crois qu'il y a aussi un personnage masculin qu'on n'a pas évoqué et qui est le voisin de Petit Piment, son voisin à la fin du roman, qui est le seul effectivement à s'occuper de lui malgré ses pertes de mémoire, malgré la folie qui le gagne. Eh bien, il va être en quelque sorte récupéré par son voisin jardinier, qui va le forcer à aller se faire soigner. Bon, sans grand succès, mais c'est déjà un beau geste de la part de ce personnage. Bon,
c'est peut-être à sa manière à lui de cultiver son jardin ou le jardin du voisin. Donc peut-être un clin d'œil là encore à Candide, mais il n'y a pas que des raisons de désespérer. Il y a donc aussi des moments de solidarité qui n'en font pas un roman totalement désespérant. Désespérant. Et là, on retrouve justement, dans ce que tu dis, ce personnage qui va apporter son soutien à Petit Piment. Là, on retrouve à nouveau les ficelles du roman, à savoir qui est toujours construit autour de la dualité. Au début, les deux personnages du roman qui vont soutenir, autour desquels Petit Piment va se construire, c'est Papa Moupelot, donc le prêtre, et le directeur de l'orphelinat, Dieudonné, qui sont alors complètement à l'opposé, sont des antagonistes. Et là aussi, au moment où il va tomber malade, il y aura deux types de médecins chez lesquels il va se rendre. On en avait parlé un petit peu. C'est le docteur donc classique, qui s'appelle le docteur Kilakou. Et ensuite, il va aller chez non c'est pas un homologue, c'est son antagoniste qui est le docteur Ngampika. Et tous deux vont échouer et aucun des deux médecins, que ce soit le médecin qui a fait ses études en Europe ou le médecin traditionnel congolais, aucun des deux ne réussira à sauver Petit Piment. Et d'ailleurs, ils sont démasqués tous les deux comme des charlatans. Oui, mais peut-être aussi parce qu'ils ne le peuvent pas. Peut-être que justement le seul qui puisse sauver Petit Piment, sauver sa mémoire, sauver la cohérence de son itinéraire, eh bien c'est le romancier Alain Mabankou qui nous raconte sa vie, qui remet tout dans l'ordre, qui comble les vides, donne toutes les explications et donc reconstruit en quelque sorte l'itinéraire du personnage, dans un procédé qui peut paraître un peu artificiel, à savoir que le personnage à la fin donc est dans son asile et entreprend le récit de sa vie, et finalement nous comprenons que le récit de sa vie qu'il entreprend à la fin, c'est celui que nous avons lu, mais qui était finalement très cohérent et pas si parsemé d'oubli que cela. Comme si peut-être que justement la seule solution, le seul remède au mal de Petit Piment, c'est la littérature. Peut-être morale un peu facile, mais plaisante pour qui aime les lettres. Et puis je dirais aussi que cette folie, elle est déclenchée par l'écroulement de certains espoirs de Petit Piment. Enfin, ces espoirs, c'était très clairement les espoirs qu'il nourrissait à l'égard de Maman Fiat 500. Et sa folie, elle commence quand il arrive et qu'il voit que son bordel a été entièrement démoli. Donc c'est une part de lui-même qui est démolie, et c'est à ce moment-là que quelque chose se brise en lui qui était très bien intégré dans son travail, qui était même cité en exemple. Eh bien voilà que tout à coup ces pertes de mémoire le font retomber dans le déclassement qui était le sien au début. Et on voit que sa folie, finalement, elle mélange tout. Elle mélange des éléments de briques et de broc qui sont aussi peut-être une folie liée à un écartèlement culturel, puisqu'il est à la fois le Moïse noir qui doit sauver son peuple, mais il se prend aussi pour Robin des Bois, pour Petit Jean, parce que Petit Piment, c'était un peu l'équivalent de Petit Jean. Il s'habille donc en Robin des Bois, et il y a donc ici toute une espèce d'écartèlement culturel qui est peut-être la cause, pourrait-on dire, de cette folie, de ce mélange où il ne distingue plus l'origine de ses souvenirs et de ses idées. C'est la seule façon d'exister pour lui, c'est
justement la folie, donc que retranscrit l'auteur en utilisant l'ironie. Elle est omniprésente partout depuis le début, hein. Page 43, quand il qualifie l'orphelinat de Luango d'école pour surdoués, évidemment dans la perspective de Petit Piment, quand il nous retranscrit les discours du directeur. Donc il ne peut avoir qu'une perception décalée de la réalité, parce que sinon il est impossible pour lui d'exister. Mais dans ce que tu disais par rapport au personnage de Robin des Bois, je trouve que par ce biais, Bankou nous montre qu'on ne peut absolument pas plaquer des figures, des mythes, des idées qui sont d'Europe du Nord, donc d'un contexte littéraire et historique complètement décalé. On ne peut pas les plaquer. Petit Piment se déguisant en Robin des Bois, ça marche pas, ça ne fonctionne pas. Non, et d'ailleurs je crois que ce sont les deux jumeaux qui à un moment lui expliquent que ça peut absolument pas fonctionner dans le contexte congolais. Voilà, donc cette ironie, oui, elle est intéressante parce qu'elle donne le point de vue d'un enfant. Ça permet donc, je trouve, une critique, mais qui n'est pas systématique. C'est pas une vision d'ensemble qui nous est proposée, mais quelque chose de plutôt parcellaire, fragmenté, par touches successives. Et en même temps, eh bien, ça ménage une place de légèreté dans un récit qui sinon pourrait tomber dans la gravité. Donc le choix ici a été de rester dans quelque chose de plutôt burlesque, même si on devine évidemment les cibles graves et sérieuses qui se cachent derrière certains épisodes dont on peut trouver qu'ils sont particulièrement gros, au sens où on tire des gros effets comiques allant donc jusqu'au grotesque, par exemple. Oui, oui. Alors moi j'ai bien aimé aussi Les cigognes sont immortelles, parce que ça évoque à nouveau l'épisode socialiste, et aussi l'absurdité de vouloir transposer une politique et un mode de vie socialiste dans un pays qui est à l'autre bout de la planète, et dont les pratiques culturelles ne peuvent pas être adaptées à ce style de vie et de politique. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons quitter Alain Mabankou. Merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la prochaine fois.